Initialement arrêté à 14,6 milliards de dollars américains, le projet de loi de finances exercice 2023 a été revu à la hausse à un peu plus de 15,8 milliards de dollars américains à l'Assemblée nationale. 402 députés nationaux présents à l'hémicycle ont voté oui à ces projets de loi de finances après la présentation du rapport de la Commission économico-financière de la Chambre basse du Parlement. Et puis cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD sont en session de formation sur le logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances du pouvoir central, Logirad, une formation qui vise à améliorer les services par le numérique, à dématérialiser le processus de mobilisation des recettes dans le respect strict des textes légaux et réglementaires régissant la DGRAD. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Ruben Mayo Nintia Kiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Tout le plaisir est pour moi d'officier pour vous cette grand-messe des finances publiques au Congo-Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement. L'agence Galaxy Media est totalement engagée dans la campagne dite Bendele Ekouyaté, lancée par le gouvernement de la République pour soutenir nos forces armées de sécurité dans la guerre nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23. AGEM a donc décidé de diffuser dans ses différentes émissions le spot Défendons la patrie, Bendele Ekouyaté. Regardez. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Ekouyaté. Initialement arrêté en équilibre en dépenses comme en recettes à 14,6 milliards de dollars américains, le projet de loi des finances contenant le budget de l'État pour l'exercice 2023 a été revu à la hausse à un peu plus de 15,8 milliards de dollars américains. Les élus du peuple ont adopté le samedi 3 décembre 2022, le rapport de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale qui a examiné ces projets du budget déposés par le gouvernement Sama Lukonde. Il va être envoyé à la Chambre haute du Parlement, le Sénat donc, pour une seconde lecture, bien sûr, avant sa promulgation par le président de la République, une fois adopté à des termes identiques, Sénat, Assemblée nationale. Et puis la situation humanitaire dans l'Est de la République est plus que dramatique. La crise humanitaire a atteint son paroxysme en RDC à cause des conflits armés. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, selon lui, le pays compte plus ou moins 5 millions de déplacés internes. Ils sont éparpillés
dans le Nord Kivu, l'Ituri et le Mai-Ndombe, particulièrement à Kwamout. Des compatriotes qui vivent sans abri, sans nourriture et ni eau potable. C'est pour cette raison qu'un appel à la solidarité nationale a été lancé par le gouvernement congolais par le biais du ministère des Affaires sociales pour venir au secours à ces millions de déplacés qui se trouvent présentement dans des conditions extrêmement précaires. Il a fait cet appel lors du briefing de presse du jeudi 1er décembre 2022 organisé dans la salle de presse de la RTNC. Je vous propose de suivre le ministre Modeste Mutinga dans cet extrait de son intervention choisi par notre confrère Didi Mavambu. S'agissant de ce qui va se passer le 5 décembre prochain, c'est cette attente, cette réponse de générosité, ces dons en nature, ces dons en numéraire qui peuvent être mis à la disposition de la Caisse de solidarité nationale pour apporter secours aux populations qui sont en détresse à Kanyamachura, à Goma et dans d'autres provinces, particulièrement la province du Kwango et la province du Kivu et de Mai-Ndombe. Notre téléthon, les résultats vont concerner toutes ces provinces. Nous ne faisons pas la discrimination. Comme j'ai dit, on attend les dons en nature et en numéraire. En ce qui concerne les dons en nature, nous avons négocié un partenariat avec Caritas Congo pour tout ce qu'on peut avoir comme dons, savon, sucre, du riz, de la farine, de l'huile, etc. Ces dons, nous allons les mettre à la disposition de Caritas Congo pour l'acheminement à destination. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé, comme vous le savez, la 79e réunion du Conseil des ministres vendredi 2 décembre 2022 par visioconférence. Au cours de cette réunion, le ministre des Finances a informé le Conseil des ministres des performances enregistrées dans la gestion des finances publiques. Les recettes mobilisées au mois de novembre 2022 sont de l'ordre de 1541,2 milliards de francs congolais sur les prévisions budgétaires mensuelles de 1467,4 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de 105%. Je vous propose à cet effet de suivre un extrait du compte rendu de cette réunion fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le ministre des Finances a informé le Conseil des performances enregistrées dans la gestion des finances publiques. En effet, les recettes mobilisées au mois de novembre 2022 ont été de l'ordre de 1541,2 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1467,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 105%. Les régies financières poursuivent leurs efforts de mobilisation de recettes dans la perspective de leurs assignations mensuelles. C'est dans ce cadre que la Direction générale des impôts a mobilisé 1009,9 milliards de francs congolais, soit 125% sur les prévisions de 806,8 milliards de francs congolais. La Direction générale de douane et accises a mobilisé 344 milliards de francs congolais, soit 88% sur les prévisions de 390 milliards de francs congolais. La Direction générale de recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations des GERAD a collecté 187,3 milliards de francs congolais, soit 69% de ses prévisions arrêtées à 207,7 milliards de francs congolais. Les recettes cumulées du 1er au 30 novembre 2022 ont affiché 17 424,5 milliards de francs congolais, ce qui représente 127% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à novembre 2022, attendu de 13 690,9 milliards de francs congolais et 118% de taux de réalisation
par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Sachez que le 30 mars 2023, c'est la date butoir pour le dépôt de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations, conformément aux innovations contenues dans la loi des finances publiques. D'après les nouvelles dispositions légales, ce n'est plus à l'employeur du secteur public comme privé d'aller déposer cette déclaration en tant que redevable légal, mais plutôt à l'employé lui-même en tant que redevable réel qui a l'obligation absolue de procéder personnellement au dépôt de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR au niveau du centre d'impôt synthétique CIS de sa commune résidentielle. Il y a lieu de noter que cette obligation est faite sans paiement car c'est une déclaration de renseignement. Ne pas se soumettre à cet exercice légal obligatoire expose donc l'employé au paiement d'une amende de 250 000 francs congolais. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions de votre magazine Fiscalité et Développement, ainsi que dans un numéro spécial Fiscalité et Développement, où un expert de la Direction générale des impôts DGI viendra pour plus de lumière sur le dépôt de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations qui sera désormais fait par l'employé lui-même auprès du CIS de sa commune résidentielle. À la DGRAD, les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations prennent part depuis le 2 jusqu'au 22 décembre prochain à une session de formation axée sur le logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances du pouvoir central Logirad. Objectif, améliorer les services par le numérique, dématérialiser le processus de mobilisation des recettes dans le respect strict des textes légaux et réglementaires régissant la DGRAD. La cérémonie d'ouverture de cette formation a eu lieu vendredi 2 décembre dernier au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS dans la commune de la Gombe, en présence, bien sûr, du directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala. Témoins de l'événement, Marlène Bassoussou et Céline Boumba. Ils ont au total 21 jours. Ce sont les cadres et agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GIRAD, appelés à se familiariser avec les logiciels de gestion intégrés des droits, taxes et redevances du pouvoir central Logirad, une nouvelle réforme de gestion des données dans la chaîne informatisée de la recette du Trésor public afin de mieux encadrer et ordonnancer les recettes non fiscales de l'État. La haute direction de cette régie financière, chapeautée par Jean-Parfait Ntabala, ne lésine pas dans la mise à niveau de ses cadres et agents. Logirad, c'est l'outil par excellence qui appartient à la DGRAD et qui, du bout en bout, en tout cas, ensemble avec les services d'assiette, va servir finalement les publics à rationaliser tout ce qu'ils font comme paiement. Au public, ils devront se rassurer que régulièrement les paiements qu'ils font aboutissent au compte du trésor sans beaucoup de difficultés, parce que tout est facilité avec la prise en charge automatique. La DGRAD s'aligne à l'évolution de la technologie. Facilement, on peut réfléchir, s'asseoir et implémenter un logiciel qui, je vais vous dire, est produit par des Congolais et localement, et qui n'a pas eu besoin d'être importé. Hier, peut-être, ce n'était pas possible. Et nous, DGRAD, le ministère des Finances, accède à cette possibilité et peut permettre aujourd'hui que ces méthodes de travail soient rationalisées. Au cours de cette première journée, il était question d'expliquer les conditions d'accessibilité au Logirad, les textes réglementaires de ces logiciels, les innovations apportées, les fonctionnalités étape par étape, suivies d'une série de questions-réponses en vue d'une bonne assimilation. Ruby Mukendi Kabongo, chef de division en charge de l'informatique à la DGRAD, est revenu sur les déroulements de cette première phase de la formation dans les provinces pilotes et qui s'étendra sur l'ensemble du pays dans les tout prochains jours avant d'évoquer l'objectif poursuivi par la DGRAD dans le renforcement des capacités numériques de ses cadres et agents. Ici à Kinshasa, la formation va durer 21 jours. Nous allons former
les utilisateurs qui concernent ces secteurs, les utilisateurs aussi bien de la DGRAD que les utilisateurs des services d'assiette. Ce logiciel nous permettra non seulement de gagner du temps. D'abord, nos procédures seront informatisées, donc numérisées, et avec comme conséquence l'efficacité dans l'encadrement de la recette, la réduction du temps de travail, et puis de fiabiliser aussi la lutte contre la fraude, tout ce qui est coulage de recettes. Ces logiciels de gestion intégrés des droits, taxes et redevances du pouvoir central Logirad permet non seulement la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Girad, mais aussi et surtout la réduction du temps de traitement des dossiers. Formation en cascade sur toute l'étendue du territoire national sur les Logirad, logiciels de gestion intégrés des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Mais pourquoi les Logirad et comment fonctionnent-ils? La réponse dans votre rubrique Jérôme Sekana répond. Regardez. Le Logirad est un logiciel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations et qui permet à cette cadette de régie financière de gérer les recettes non fiscales. Tout ce qui est administratif, judiciaire, domanial et des participations sont automatiquement pris en charge dans ces logiciels. Et la prise en charge se fait comment? Les 4 phases du recouvrement de la recette non fiscale sont les suivantes. Vous avez la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. La constatation, c'est quoi? La constatation, c'est qu'un service d'assiette, je vous ai parlé du passeport, le service d'assiette, ici, c'est le ministère des Affaires étrangères. Il sait très bien qu'il y a M. Didi Mavambou qui vient chercher un passeport. Donc, l'agent qui doit entrer en contact avec les Didi Mavambou, c'est l'agent du ministère des Affaires étrangères. Donc, il constate qu'il y a un besoin qui doit générer de l'argent au titre du passeport. Ça, c'est ce qu'on appelle la constatation. La liquidation. La liquidation s'est fait également dans ces services d'assiette-là. Cela veut dire que chaque service d'assiette a un cahier de charges où on dit que vous devez mobiliser autant. Alors, le responsable de ces services-là doit savoir que non, c'est autant, ça coûte autant. Donc, au niveau de ces services d'assiette, on fait la constatation et la liquidation. Ce sont les 2 premières phases qui sont prises en charge au niveau de services d'assiette. Tous les ministères que vous avez, tous les services de l'État que vous avez, partout on peut prélever, on peut capturer quelque chose comme argent, eh bien, dans le cadre des recettes non fiscales, c'est ça qu'on appelle service d'assiette. Il y en a beaucoup. Alors, maintenant, les 2 premières phases terminées. Vous avez ce qu'on appelle l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est une étape qui se fait maintenant au niveau de la DGRAD. C'est-à-dire, il y a un agent qualifié qui est là. Les services d'assiette ayant terminé le travail, regardez, voilà. Ça, il faut ordonnancer, c'est-à-dire, il faut autoriser le paiement par rapport à ces montants qui est prévu dans la nomenclature. Le montant prévu qui était fixé déjà dès le départ au niveau de la constatation là-bas, cela sera recouvré, non pas par le ministère des Affaires étrangères, mais par la DGRAD. Pourquoi la DGRAD? Parce que c'est la DGRAD qui est la régie qui s'occupe des recettes non fiscales. L'argent, vous devez aller les payer, hein, les montants des passeports, là, vous devez aller payer ça dans une banque commerciale. Vous venez avec le preuve des paiements, on annexe ça, c'est ainsi qu'on enclenche la procédure pour vous donner votre passeport. Maintenant, on a créé les Logirad, on a mis dans la chaîne de la recette publique pour que tout soit maintenant informatisé, que ça se passe de manière instantanée, automatique. Étant donné que on passe de
d'un système manuel avec des papiers, avec beaucoup de fraudes, à un système informatisé, et tout s'est fait dans un seul circuit, c'est ça qu'on appelle l'informatisation. C'est ça l'avantage qu'apporte le Logérad dans la mobilisation des recettes au niveau de la DGRAD. Les agents d'abord du ministère des Affaires étrangères doivent savoir comment saisir dans les systèmes, dans les Logérad, les données de Didi Mavambou qui est venu chercher les passeports. Et aussi, ils doivent savoir comment on liquide, comment liquider les dossiers et l'envoyer toujours dans les systèmes, maintenant à la DGRAD. Et qui va prendre les dossiers en charge à la DGRAD pour faire ce qu'on appelle l'ordonnancement? Et qui va faire le recouvrement? Donc la note de perception informatisée va être générée de manière instantanée dans le système. Et on envoie directement à la banque. Et toi, tu arrives là-bas, on peut te donner peut-être seulement un petit numéro, ou bien on t'imprime ça, tu arrives. Dès que tu payes, la banque sera déjà informée que Didi Mavambou arrive avec autant. Parce que dans les systèmes, même les frais bancaires sont là-dedans. Vous payez. Vous voyez que là où quelqu'un a mettait une semaine pour obtenir son passeport, ça ne sera plus le cas. Même ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est parce que le Logérad n'est pas encore implémenté partout. Je pense qu'on pourra même avoir le passeport en un jour. C'est le peuple qui gagne, n'est-ce pas? Le peuple d'abord. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei et la directrice générale des douanes et accises Jeanne-Blandine Kawanda-Walwam ont échangé sur la nécessité de gestion des déclarations au niveau du cordon douanier. Cette collaboration permettra à la Direction générale des douanes et accises DGDA de lutter efficacement contre des fausses déclarations au niveau des postes frontaliers. Images et commentaires. L'analyse de modalités pratiques de contrôle de l'inspection générale de finances à la direction générale de douane et accises DGDA a été au centre d'une réunion organisée ce vendredi 2 décembre entre l'inspection générale de finances et la DGDA, élargie aux représentants de transitaires. Cette rencontre fait suite au remue-ménage enregistré dernièrement dans le bureau de douane à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga. L'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alinguetekei, a fait savoir à l'assistance que le contrôle a posteriori a démontré ses limites, d'où il a fallu se ranger derrière le contrôle a priori tel que dicté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin d'éviter la fraude. Au regard des préoccupations soulevées par la DGDA, l'inspection générale de finances a souhaité une descente sur terrain dans les différentes frontières pour être au fait de réalité. Je pense que nous sommes arrivés à de très bonnes conclusions du côté de l'inspection générale des finances. Nous avions très bien enregistré les préoccupations de l'administration douanière. Et prochainement, nous ferons une descente sur le terrain avec Madame le directeur général de douane et accises ainsi que les représentants des transitaires pour mettre de l'ordre afin que toutes les parties puissent travailler dans la sérénité. Après échange entre les deux parties, Madame le directeur général de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda, en sort très satisfaite. Nous sommes parvenus à trouver un terrain d'entente pour mutualiser nos efforts, harmoniser nos vues sur le contrôle qui s'exerce. Le représentant des transitaires, Dieudonné Kassembo, a salué l'approche de l'IGF et a lancé un appel à tous les agents de douane de Kasumbalesa de renouer avec le travail de ce lundi. C'est que moi je vais demander en attendant notre déplacement et que pour ce lundi déjà, que les gens s'organisent pour répondre leur travail. Parce que nous tous, nous devons regarder vers la même direction. C'est l'intérêt de permettre à notre pays de réaliser énormément d'argent dont nous avons besoin pour la politique. Le tout s'est soldé sur une note de satisfaction entre les parties concernées. Et puis, en prévision du lancement prochain des travaux d'audit sur les recettes judiciaires, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est rendu vendredi 2 décembre dernier à la Cour de cassation. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la gestion des finances publiques avec comme finalité
faire du pouvoir judiciaire un véritable service d'assiette pourvoyeur des recettes de l'État encadré et ordonnancé par la DGRAD. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la cellule des communications de la Cour des comptes. Après la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Ngwaka, s'est rendu ce vendredi 2 décembre 2022 à la Cour de cassation, cela en prévision du lancement prochain des travaux d'audit sur les recettes judiciaires, étant entendu que la mission de la Cour des comptes consiste en l'assainissement de la gestion des finances publiques. La démarche entreprise par le numéro 1 de la plus haute institution de contrôle des finances et des biens publics de notre pays est de sensibiliser ses pairs du pouvoir judiciaire sur un meilleur encadrement des recettes judiciaires afin de faire de ce secteur un véritable service d'assiette pourvoyeur des recettes pour le trésor public. Ce contrôle aura pour avantage de faire du pouvoir judiciaire un véritable service d'assiette, pourvoyeur, n'est-ce pas, du compte général trésor. Et ces recettes-là vont permettre au gouvernement de s'occuper du Congolais. Donc ça ne peut qu'être bien accueilli par mes collègues du judiciaire. Mukendi Musanga David, premier président de la Cour de cassation, s'est dit satisfait de la visite à travers notre micro. Avec joie, avec plaisir, parce que cela éviterait à l'avenir ce qu'on a appelé coulage des recettes. Et donc, et pour rendre plus performants les services de recettes de nos juridictions. Sachez que la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie TPI a été adoptée en seconde lecture jeudi 1er décembre 2022 par les élus des élus. Cette loi vient apporter quelques innovations et garde-fous contre les débiteurs insolvables du Fonds de promotion de l'industrie. Ce texte prévoit aussi des mécanismes de recouvrement forcé qui sont plus urgents. À travers cette loi, le législateur entend aussi élargir l'assiette des recettes du FPI. Concrètement, il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle taxe, vu que la taxe de promotion de l'industrie TPI a déjà été créée depuis 1989. Il s'agit plutôt d'élargir l'assiette des recettes pour que ceux qui ne payent pas cette taxe à ce jour puissent commencer à la payer. Cette loi présente aussi un avantage, c'est celui de n'avoir pas augmenté les taux ou le pourcentage de paiement de la dite taxe qui reste toujours à 2% du prix de revient. Longtemps resté victime des insolvables, le Fonds de promotion de l'industrie a désormais un outil légal qui lui permet de recouvrer de façon beaucoup plus rapide ses créances auprès des débiteurs. Cette loi amendée vient apporter des innovations en termes de recouvrement de fonds empruntés, le fonds que les FPI prêtent aux industriels ainsi que pour la réalisation des projets structurants doivent être remboursés au Trésor public après l'échéance. Étant donné que les droits communs prévoient des procédures longues, l'actuelle loi amendée va permettre au FPI de recouvrer assez rapidement en recourant à la garantie du Trésor pour recouvrer ses dettes. Après l'adoption par le Sénat, ce projet de loi a été envoyé à la Commission mixte économico-financière Assemblée nationale Sénat pour toilettage et vote en des termes identiques avant, bien sûr, sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le FPI, voyons à présent les activités menées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au courant de la semaine qui vient de s'achever. Les tout dans ce commentaire signé Jocelyn Babalumba. La mise en œuvre du projet Grand Inga et développement des industries vertes en République démocratique du Congo, notamment la production de l'hydrogène afin de permettre la transition énergétique au pays, a fait l'objet d'un échange entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Kyenge et une délégation du groupe Fortecu, Future Industrie, représentée par sa directrice générale et chef de la délégation, en présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure et quelques membres du cabinet du chef du gouvernement.
Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons partagé autour de ce grand projet du grand Inga et de toutes les industries vertes qui viennent. Il nous a fortement encouragés, d'autant plus que nous commençons les travaux assez rapidement. Nous sommes ici pour signer l'addendum de notre contrat, mais après nous allons commencer les travaux préparatoires qui vont donner énormément d'emplois et énormément d'opportunités. Lancement de l'atelier de validation des résultats sur l'étude de redynamisation du système d'information pour la gestion de l'éducation dans les secteurs de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Dans son allocution, le Premier ministre a souligné que le gouvernement réserve une place de choix au secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Suite à la situation sécuritaire qui devient de plus en plus inquiétante dans la partie est du pays et dans l'espace Grand Bandundu, le Premier ministre a présidé dans son cabinet de travail à la primature la réunion de sécurité qui s'inscrit dans la série de réunions qui se tiennent régulièrement sur instruction du commandant suprême des forces armées et de la police pour suivre de près la situation sécuritaire du pays. Pendant que les citadins s'alimentent et s'approvisionnent au marché, supermarchés et autres centres commerciaux, à l'intérieur du pays, plus précisément dans le territoire de Kailo, à 72 km de la ville de Kindu, province du Maniema, les habitants n'ont qu'un seul moyen de survie, la forêt. Considérée par eux comme un vaste supermarché naturel, la forêt est le lieu incontournable en tout cas où les différentes communautés locales de ces territoires puisent leurs ressources vitales à travers les champs et la chasse. Plus de détails dans ce reportage de Priska Sekana et Céline Bumba. Kailo Centre, province du Maniema. Nous sommes en pleine forêt de Kakombe. Sous une ambiance bon enfant, maman Véronique, accompagnée de son mari, leurs enfants, certaines femmes et jeunes du village vont au champ pour cultiver la terre. Ceci intervient après le système agraire-forestier. Au menu, les tomates, les amarantes, le maïs, les maniocs et le riz seront cultivés sur ce champ de 100 mètres sur 150 acquis en héritage familial. Bien au-delà de cette réalité rurale, faire le champ est un choix vital et non une contrainte pour cette femme qui, grâce à ces grands supermarchés naturels qu'est la forêt, elle se procure de quoi nourrir et subvenir aux besoins primaires de sa famille. Le travail du champ me permet de nourrir l'ensemble de ma famille. Lorsque je revends ma récolte, cela m'aide à subvenir à mes besoins familiaux, tels que vêtir et scolariser mes enfants. Comme cette plantation se fait en ce mois de septembre, dès janvier déjà, nous pouvons récolter notre riz. Il y a des plantations qui font 2 à 5 mois selon les graines. Et l'on se procure certaines graines de bonne qualité à travers ces projets. Et l'avantage est que ce seul bassin du grain de riz va me procurer plus de 4 sacs. Et souvent, dans une telle plantation, nous cultivons au même moment, sans inconvénient, le maïs, le riz, le manioc, les tomates et les amarantes sans engrais chimiques. Si une grande partie de jeunes Kailoises et Kailois s'adonnent plus aux activités d'exploitation artisanale de minerais en lieu et place de cultiver la terre, d'autres par contre, bien que moins nombreux, trouvent encore un grand intérêt à cultiver la terre, considérée aussi comme l'un des plus vieux métiers au monde. À l'exemple de ces jeunes, taximens de moto de son état, qui se livre lui aussi aux travaux des champs dans ses heures libres. Je me retrouve mieux dans le travaux de champ que lorsque je fais les taxis moto. Si par exemple tu as 12 sacs, tu te retrouves déjà avec 2 millions de francs congolais. Et 15 sacs, ça te fait 2 500 000 francs congolais. Un bassin de cossettes de manioc se vend à 10 000 francs congolais. Par manque des moyens et des main-d'œuvre appropriées, la plantation de ce champ se fera en 3 jours.
Ce sont les amis du fils de maman Véronique et certaines femmes du village qui lui prêtent main forte dans ses travaux de dur labeur suite à leur proximité. Pour les encourager et récompenser leur sacrifice, maman Véronique s'est emmenée dans la forêt avec ses ustensiles de cuisine pour leur préparer à manger. Manioc et arachides comme petit déjeuner, suivi d'un bon pondou et le riz accompagné de la viande de porc comme repas principal. D'autres femmes comme elle préfèrent travailler dans des coopératives qui les aident dans la plantation de leurs champs. Par manque d'outils appropriés pour cultiver le riz, la plantation s'est faite toujours de manière rudimentaire, c'est-à-dire à la main. À l'aide d'une technique propre à eux, ils enfoncent un bâton pointu au sol pour faire un trou dans lequel quelques grains de riz sont enfouis. Nous nous sommes adonnés aussi à cet exercice. Il y a lieu de saluer la bravoure et la force de ces hommes et femmes qui continuent d'exercer les métiers d'agriculteurs dans des conditions extrêmement difficiles en vue de nourrir leur famille. Magumu kukazi ya shamba saa hapa kisha kupanda. Kupalilia njo iko shida. La difficulté que nous avons ici, c'est l'entretien du champ après avoir semé, car sans cela, nous allons connaître de grosses pertes. Une autre, c'est celle liée aux outils du travail. Nous travaillons avec les machettes, la houe, la bêche, les bâtons et les couteaux. Ce ne sont pas des outils appropriés. Personnellement, je n'ai pas de champ, mais en contrepartie du travail que je fais, lorsque les récoltes arrivent, je bénéficie d'une quantité que je veux revendre. Cela peut être le riz, les cossettes de manioc ou feuilles de manioc. Les conditions de travail sont difficiles. Nous souffrons de douleurs musculaires et les ampoules apparaissent sur paume de main. L'agriculture, autrefois priorité de priorité, est un facteur essentiel de la croissance économique d'une contrée ou d'une nation. Force est de constater dans cette partie du pays, voire sur l'ensemble du territoire national, l'agriculture, de manière générale, est négligée jusqu'à l'abandon. La riziculture, quant à elle, continue à se pratiquer selon les méthodes traditionnelles dans des champs de petites superficies pour une production insignifiante. Santé à présent, égalité maintenant, c'est sous ce thème que le monde entier a célébré le 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1988. Cette journée est une occasion pour les nations du monde de sensibiliser la population à faire un test de dépistage du VIH afin de connaître son état sérologique et ainsi se prévenir contre la maladie. En République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue pour éveiller la conscience de la population congolaise sur l'importance de la prévention de cette pandémie. Médecins sans frontières MSF a organisé une journée de sensibilisation, d'exposition, photos et de dépistage volontaire contre le VIH-Sida à l'occasion de ses 20 ans de prise en charge gratuite. Geneviève Mizegele et Landry Nyangi pour le reportage. Malgré des progrès considérables enregistrés en République démocratique du Congo au cours d'avant-dernières années, des lacunes majeures subsistent encore dans l'accès au dépistage et au traitement du sida, causant ainsi des milliers de décès évitables chaque année. Plus d'1 million d'hommes, femmes et enfants vivent alors avec le VIH en RDC et le virus y tue entre 50 000 et 200 000 personnes par an selon l'ONU-SIDA. Égalité maintenant, c'est sous ce thème que le monde entier a commémoré la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Ici, à la place de la gare au centre-ville de Kinshasa, le personnel de Médecins sans frontières MSF
est déployé pour sensibiliser, exposer des photos des activités menées par cette organisation internationale et faire les dépistages volontaires contre les VIH-Sida. Cette action s'inscrit surtout dans le cadre des 20 ans de prise en charge gratuite des patients en République démocratique du Congo par Médecins sans frontières. Geste salué par la population congolaise. Faire les tests de dépistage ne veut pas dire que vous êtes malade. Parce que les gens pensent que pour avoir le sida, il faut avoir couché avec des femmes ou faire des relations sexuelles. Moi, je pense que cela n'est pas vraiment vrai. Parce que moi, je suis un homme, je me coiffe, je vais au salon de coiffure, on me coiffe, on utilise des gilettes, des tondeuses qui est utilisée pour beaucoup de personnes. On ne sait pas où est-ce qu'on peut attraper la maladie. C'est bien de connaître son état sérologique. C'est très important de vivre tout en étant conscient de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, raison pour laquelle il faut toujours en avoir, parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours avoir ces résultats et ne pas avoir peur. Être infecté par le VIH-Sida jadis équivalait pour beaucoup à une condamnation à mort. Son traitement était extrêmement rare dans les pays et les coûts pas accessibles à toutes les bourses. La majeure partie de la population ne pouvait pas accéder aux soins de santé. Actuellement, grâce à l'arrivée des antirétroviraux, les patients peuvent encore espérer à la vie. Nabi naebaki na 2014, na melikisi pendant 2 ans, na 3 ans plutôt, na zakinga moko. Na 2016, nde naye kobala. Biso na kati ya mboka na biso soki bayoki ke oza mutu moko oza na microbe ya VIH okomi mutu moko déconsidéré oza na tina te seke yo mpona yo bakomi komona okomi eloko nde yango omoni eza moko ya badifficulté toza nango makasi na kati ya mboka na biso ya RDC. Selon Gisèle Moutigna, référente médicale Médecins sans frontières pour les projets VIH, suite à l'accélération du dépistage et la mise en place des antirétroviraux, la pandémie du VIH a connu une régression significative en 2022. Une situation qui vient consolider les difficultés qu'éprouvaient les patients dans les temps où l'accès au traitement posait problème suite au coût très élevé des antirétroviraux. En 2002, on était à 5 000 morts par an de personnes vivant avec le VIH. Et suite aux efforts de tous les acteurs qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida, aujourd'hui on est à 14 000 morts. Et cela n'était que possible par l'accélération des dépistages, la mise sous traitement antirétroviraux ainsi que la disponibilité des suivis des patients à travers les CD4 au début et puis la charge virale par la suite pour s'assurer de l'efficacité du traitement. Plusieurs défis restent encore à relever pour atteindre les objectifs 2030 fixés par l'ONU-SIDA. Ce qui veut dire la République démocratique du Congo est très loin d'arriver à une génération sans sida. Car plus d'un 5e des patients dans des centres médicaux sont déjà dans un stade avancé de la maladie. Et puis sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo, vendredi 2 décembre 2022, a affiché $1 américain à 2013,98 francs congolais, 1 euro à 2091,70 francs congolais, 1 franc CFA à 3,188 francs congolais, un rand à 118,65 francs congolais. Au samedi 3 décembre 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2020 et 2050 francs congolais le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Indjili, la devise américaine s'est changée à 2000 francs congolais, 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2094 francs congolais, c'est le taux observé sur l'avenue Lukusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe. À Bouta, nous sommes là dans la province du Bas-Uélé. Le billet vert s'est changé à 2000 francs congolais. Même taux observé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Kalemi dans le Tanganyika. 2020 francs congolais le dollar américain à Banalia dans la province de la Tchopo. 2030 francs le dollar à Kananga dans la province du Kasaï central. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu, où $1 américain a valu 2050 francs congolais.
Sur le marché international à présent, du côté des cours des principales matières premières, sachez que la baisse s'est poursuivie au cours de la semaine qui vient de s'achever concernant les produits pétroliers. À New York, le baril du brut léger américain West Texas Intermediate WTI a coûté 80,08 $ américains, en baisse de 1,86%. Mêmement à Londres, où le baril du Brent s'est négocié à 85,55 $ américains, soit une baisse également de 1,96%. Selon les sites prixdubaril.com, la nouvelle coupe de quotas et de production ou statu quo, c'est la question qu'on se pose. Et l'OPEP+ s'est réuni dimanche dans un contexte délicat marqué par la chute des cours du pétrole et l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre la Russie, particulièrement l'accord de l'Union européenne sur le plafonnement à 60 $ américains, le baril des prix de son pétrole qui va entrer en vigueur ce 5 décembre 2022. Côté gaz naturel, le kilowattheure s'est vendu à 628 $ américains en hausse de 0,95%, dicté par le rationnement de la livraison du gaz russe à l'arrivée de l'hiver en Europe, son pétrole étant déjà frappé de restrictions pour être vendu à un prix plus bas que celui de Londres et de New York. Côté produits miniers, la tonne métrique du cuivre s'est vendue à 8 162,50 $ américains, soit une hausse de 2,26%. La tonne de cobalt, quant à elle, a affiché une hausse de 0,02%, se négociant à 51 505 $ américains. L'once d'or est restée stable à 0,00%, la tonne se vendant à 1797,77 $ américains. La tonne du minerai de fer a franchi la barre de 100 $ américains pour se situer à 107,44 $ américains, soit une hausse de 4,34%. Celle du coltan n'a pas bougé des prix. C'est maintenant à 114 000 $ américains, restant stable dans le vert à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté 1075 $ américains, en hausse de 2,14%. Sur le marché céréalier, cette fois-ci, la tonne du maïs a coûté 635 $ américains, soit une baisse de 0,08%. Hausse par contre du prix du riz de 0,05%. La tonne s'est négociant à 17,64 $ américains, baisse de 0,17% du côté blé. La tonne s'est négociant à 737 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté 163 $ américains, soit une forte hausse de 30,45%. La tonne du cacao s'est vendue à 2536 $ américains, en forte hausse de 9,40%. Du côté de la Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays d'Afrique de l'Ouest qui représentent 60% environ du cacao mondial, cela s'explique par la deuxième campagne cacaoyère après la mise en place en 2021 d'un organe destiné à garantir un prix rémunérateur aux planteurs et assurer une durabilité à l'économie cacaoyère. Enfin, le coton est en forte baisse de 18,92%, la tonne se négociant à 83 $ américains, dictée par la hausse des stocks, le plafonnement de la consommation, la guerre commerciale en sourdine entre la Chine et les États-Unis, ainsi que la baisse sensible de la production du textile dans certains pays européens frappés par la crise énergétique dans un contexte bien sûr de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une page noire avant de boucler cette émission Fiscalité et Développement. Deogracias Molimancio Capenda, directeur à la direction de l'informatique à la DGRAD, a été porté en terre ce dimanche 4 décembre 2022 au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Né le 12 mai 1965, Deogracias Molimancio a occupé plusieurs fonctions au sein de la Direction générale de recettes administratives judiciaires, domaniales et de participation DGRAD, jusqu'à être directeur provincial ad intérim de la province orientale en 2007, directeur provincial de l'Équateur DGRAD en 2008 et directeur provincial de la DGRAD Nord Kivu en 2011,
après avoir été tour à tour chef de bureau, chef de division au ministère des Finances chargé de l'informatique. Cadres et agents de la DGRAD lui ont rendu un vibrant hommage depuis l'hôpital du cinquantenaire où le corps a été gardé à la morgue jusqu'à son dernier refuge, le cimetière entre terre et ciel où son âme reposera pour l'éternité. Le directeur général et l'ensemble du personnel de l'agence Galaxy Media présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et à la grande famille de la Direction générale de recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Que l'âme du directeur Deogracias Molimancio repose en paix. Voilà, madame, messieurs, qui boucle cette édition de Fiscalité et Développement que nous avons bel et bien eu le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir pris part à la grand-messe. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation et merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement toujours avec le même plaisir.